c'est quelqu'un qui fait des tantrums, qui boit de l'alcool. D'un côté, je me suis dit dans ma tête, c'est un truc de malade, c'est super dangereux. Et donc du coup, je me sentais vraiment humilié en fait. Parce qu'à ce moment-là, je me suis senti un peu utilisé. Et j'en ai parlé à ma mère et tout. Ma mère, elle était choquée et tout. Elle m'a dit, il faut que tu ailles chez le psy, tu vas lui dire. Ce podcast est produit par L'Éveil. L'Éveil est une association œuvrant dans la réinsertion socio-professionnelle et le rétablissement du lien social dans le canton de Vaud, en Suisse. Depuis 30 ans, L'Éveil propose toutes sortes d'ateliers et de mesures pour stimuler la créativité, le renforcement de la connaissance et de la confiance en soi auprès de personnes fragilisées et marginalisées. Derrière les chiffres et les statistiques, des personnes, des êtres humains dans toute leur complexité, avec des parcours aussi uniques que banals, autant miraculeux qu'ordinaires. Cette série de podcasts est un moyen de vous faire écouter ces récits de vie souvent silencés, des vécus internalisés mais qui aujourd'hui vous sont partagés. Attention, ce récit contient des descriptions et des thématiques sensibles pouvant heurter certaines âmes, telles que des agressions sexuelles ou des violences. Pour plus d'informations sur l'éveil et ses activités, écoutez Oran Mackenzie, son directeur, qui vous explique tout dans le podcast numéro 0, le premier de la liste. Et moi, je vous souhaite une bonne écoute. En 5e, 6e année, c'est ces années où on était répartis dans 3 niveaux scolaires, c'est-à-dire VSB, VSG et VSO. Donc VSB, c'est pour ceux qui sont bons à l'école, pas aller au gymnase, université, un très bon job. VSO, c'est les apprentissages, les jobs qu'on considérait un peu plus difficiles ou moins bien payés. Et VSG, c'est un peu entre les deux. Et du coup, à cette période, c'était assez difficile. C'était une période assez difficile pour un enfant comme moi, parce qu'il y avait beaucoup de pression des parents, des gens, on peut dire sociétal un petit peu, mais après c'est un petit peu triste pour un enfant. Mais beaucoup on disait qu'on devait tous on devait tous être les meilleurs de classe, mais je pense que c'est comme ça partout. Les meilleurs de classe, on devait tous être en VSB, et si on était dans les autres classes, on était forcément des cancres ou on aurait des mauvais jobs. C'est ce que mes parents disaient, et c'est ce que les autres élèves et leurs parents disaient, et puis les profs faisaient leur favoritisme à ce moment-là. Donc moi j'étais à l'école et moi je pensais principalement à m'amuser, j'avais pas forcément cette pression, cet intérêt à être bon à l'école, parce que j'étais un enfant, j'avais 11 ans, j'avais envie de m'amuser. Donc du coup, il y avait un peu ce contraste entre moi et les autres élèves. Les autres élèves qui étaient devenus tout d'un coup sérieux, et moi j'étais resté un pitre, un peu un cancre. J'en avais totalement rien à faire, pour être simple. Et d'un côté, je me retrouvais un peu seul, en fait. Puis moi, ce que je faisais pas mal de bêtises pour attirer l'œil. Donc moi, vu que j'étais vraiment un cancre, j'ai fini en VSD, la classe de développement. C'est la catégorie où les gens qui ont des problèmes, qui sont d'originaire, qui viennent d'ailleurs, et qui savent pas très bien parler le français. Donc c'est pour ceux qui ont vraiment besoin d'un soutien scolaire, pour faire simple. Donc aux yeux des parents, la société, t'es vu un peu comme un teubé. Voilà. C'est un peu triste, d'une certaine manière. Je me souviens que je l'avais caché à mes camarades à cette période. À la fin, on se compare, on se dit « T'as fini où ?» et tout. Puis je disais « Ah, j'ai fini en VSO » et tout. J'avais honte. J'avais honte, et mes parents, ils étaient pas contents non plus. Je voyais des gens, ils étaient classifiés en VSO, ils pleuraient. À la fin, ils étaient genre tellement déçus, ils pleuraient et tout. Moi, j'étais en D, j'étais là, bon, je vais quand même garder ça pour moi, quoi. Je pense que c'était dû à ce que je vivais à la maison. Mes parents étaient séparés, c'était une relation assez conflictuelle entre eux. Il y a eu des tromperies, voilà, ça s'entendait pas beaucoup. Puis surtout qu'au-dessus de chez moi, il y avait mes grands-parents qui habitaient, donc tout le monde était là. Donc entre la maison et le dessus, c'était le conflit. C'était pas très respirable parce qu'en fait, voilà, mes parents, ils se gueulaient dessus tout le temps. Donc j'étais dans un environnement qui était jamais très paisible, et je trouve que ça peut affecter un enfant à cet âge-là. C'est des vibrations pas très bonnes. Et moi, j'avais horreur de me faire gueuler dessus. Après, c'est possible c'est possible, c'est arrivé que qu'on me gueulait dessus, voilà, les parents se sentent frustrés, du coup ils déchargent tout sur leurs enfants, c'est pas très agréable. Donc voilà, un jour j'avais 11 ans,
Et je surfais un peu sur l'ordinateur de mon père, comme ça, quand il était pas là, parce que c'est une période où il sortait souvent dans des bars. Tout d'un coup, je tombe sur un peu des contenus un peu pas très intéressants pour un enfant, enfin, pas très acceptables pour un enfant. Ça peut être soit des choses un peu violentes, soit des choses un peu voilà, qui peuvent être traumatisantes pour un enfant, choses qu'on ne devrait pas regarder, choses que je n'ai pas, que j'ai décidé de faire quand même. Et je pense que ce qui est resté le mieux, c'était vraiment les contenus bien érotiques à plus de 18 ans, quoi. Bon, j'avais quand même 11 ans, donc c'est pas très fit pour un enfant. Et vu que ça allait pas très bien dans ma famille, c'était le chaos, j'étais un peu en mal-être, j'étais un peu tout seul, j'étais un peu nulle part. C'est un peu sur ça, en fait, que je me rattrapais. Et donc, du coup, ce qu'on peut appeler, du coup, une addiction. Je pense que c'est dû à la négligence de mes parents et une manière de fuir le mal-être et un peu le chaos qui se passait dans ma famille. Et du coup, ce qui faisait qu'au niveau dopamine, je pense que j'avais toujours un déficit un peu. Je pense que ça, c'est le genre de contenu des contenus chargés de plaisir. Du coup, au niveau dopamine, on se retrouve en déficit après. Donc, du coup, on n'arrive plus bien à apprécier les vraies choses de la vie ou être motivé. Donc, du coup, je perdais beaucoup la motivation et j'étais un peu vide, quoi. Je devais faire des trucs un peu extrêmes comme faire des bêtises pour me sentir vivant alors que j'avais 11 ans. Ou faire le con, ou faire le pitre, ce genre de choses. Donc à l'école, j'en avais rien à faire parce que ça me stimulait pas en fait. C'était pas quelque chose de plaisant. Je trouvais que c'était pas fun l'école. Donc du coup, j'en faisais pas une. La seule chose que je faisais, c'était de jouer aux jeux vidéo, c'était de m'amuser. Ça me rendait heureux en fait. L'école, je détestais ça. C'était absurde. En fait, la première année en VSD, quand je suis arrivé dans la salle de classe, enfin quand je suis arrivé dans la cour, moi j'étais un fan de Michael Jackson. En fait, j'étais vraiment un fan et j'avais appris le moonwalk quelques jours avant d'être rentré dans la cour. Et je me souviens, pour me faire remarquer, je le faisais devant tout le monde comme ça. Et puis les gens ils me regardaient et puis ils commençaient à faire un cercle comme ça. Et voilà, après pendant 3 ans, on m'appelait Michael Jackson, tout ça. Et c'était assez, ouais, c'était difficile. On pouvait pas se faire oublier là. Mais je pense que ce que je voulais, c'était me faire remarquer en fait. C'est ça, en fait. J'avais envie de ça, j'avais pas envie de faire. Moi, je voyais que j'étais en échec. Alors, ce que je voulais, c'est que je voulais faire un truc stylé, un truc bien voilà, pour que les gens trouvent que je sois cool, en fait. J'ai fait du skate jusqu'à la 9e année. Je pratiquais devant chez moi tous les jours. J'emmerdais mon grand-père à force de faire du bruit avec cette board, tout ça. J'allais au skatepark de temps en temps. Honnêtement, je me la pétais un peu, pour de vrai. C'était le but. J'aimais bien qu'on voyait ça et qu'on me trouvait cool. Je voulais de l'attention en fait. On devait être en 2010-2011 par là, vers fin 2010. Et du coup, à ce moment-là, j'ai arrêté le skate et j'ai commencé la guitare. La guitare, c'était parce qu'encore une fois, un ami est venu chez moi avec une guitare et du coup, j'ai cliqué. Et je trouvais ça tellement cool parce que la guitare, c'était super cool parce que j'ai toujours vu en fait la musique comme quelque chose de prestigieux. Donc le fait de pouvoir manipuler des sons et de faire de la musique, c'était magnifique. Et c'était encore une fois super cool aux yeux des autres gens de savoir faire de la gratte. Donc du coup, c'était encore un prétexte pour un peu frimer et un peu pour montrer ma valeur, ou de savoir de montrer que je sais faire quelque chose. Ensuite, voilà, j'ai fini ces années en VSD. Mis à part quelques bullies à l'école, harceleurs, je crois que ça se dit en français. Quelques bullies à l'école, ou des skateurs bien chiants, ou d'autres gens. Mais ça allait encore, on va dire. J'ai fini l'année sans diplôme, parce que c'est comme ça, quand on finit dans une classe comme ça, on n'a pas de diplôme à la fin. En 2013, j'ai fini à l'Opti. L'Opti, c'est un peu comme une 10e année où on t'oriente un peu plus dans les recherches d'emploi et dans la recherche d'apprentissage pour être plus simple. Donc c'est quand même un peu l'école, mais c'est quand même un peu, il y a des ateliers où tu dois faire des téléphones, faire des stages et tout. Et à cette période, mon père sortait avec une dame originaire des Caraïbes, qui l'a fait venir à la maison, vivre avec nous, parce qu'en fait j'habitais que avec mon père à ce moment-là. Parce que ma mère est partie vivre de son côté. Et du coup, la copine de mon père est venue habiter avec nous, avec sa fille de 2 ans. Et du coup, c'était l'enfer. Là, c'était un gros enfer. Car cette femme, c'était une grosse alcoolique, quoi. Elle buvait beaucoup d'alcool, elle faisait des tantrums, elle pétait les plombs.
voilà, c'était assez à sang chaud et je me souviens que de quelques fois, avant qu'elle fasse l'amour avec mon père, elle se baladait à poil dans la maison, j'avais genre 15 ans. Voilà, c'est pas très... ouais, c'est pas très... C'était des années un peu compliquées. Et du coup, entre leurs disputes très alcoolisées, très prononcées, parce que mon père est buveur, et il s'est mis avec une buveuse, donc c'est quand même un petit peu... c'est pas facile. Donc elle commençait à tout casser et tout. Elle cassait tout, elle faisait des tantrums. Il y avait la petite fille de 2 ans entre les deux, c'était un petit peu triste pour elle. Mon grand-père, il habitait en haut, il descendait. Lui, par contre, ce qu'il faisait, c'est qu'il levait la main sur elle, hein, il se gênait pas. Plusieurs fois, la police est venue à la maison et l'a emmenée dans les cellules de dégrisement où elle finissait. Voilà, pendant une soirée, elle restait là-bas, elle revenait à la maison. Donc en fait, au final, le problème n'était pas forcément réglé, c'est juste qu'elle avait juste besoin de se calmer et puis elle recommençait. Et ensuite, ma relation avec elle était un peu particulière parce qu'en fait, elle, comme elle avait jamais eu de fils, elle a eu une fille. Et du coup, on avait une relation un peu... C'était un peu étrange entre nous parce que des fois, vu qu'elle était alcoolisée, évidemment, et qu'elle fumait des substances particulières, des fois on était assis sur le canapé, elle me confiait des trucs que peut-être à 15-16 ans, je n'étais pas censé savoir. Où elle me parlait un peu de son passé dans son pays où c'était la pauvreté, où c'était un peu des cartels, un peu comme ça. Elle me parlait voilà, de la violence, des choses, la relation avec son père, ses anciennes relations, des choses comme ça, des choses que j'étais pas non plus censé savoir aussi du fait qu'elle parle de ce qu'elle fait avec mon père dans sa chambre en disant, tu sais, des fois ton père, etc., etc. Voilà. Je me souviens plus exactement des détails, mais je me souviens qu'il y a eu cette conversation. Et du coup, je trouvais ça un peu, à ce moment-là, aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis c'est un peu un truc de malade, mais à cette période-là, j'étais là, j'étais un ado, donc je pensais rien, j'étais là, ah ouais, d'accord, voilà. Puis des fois, même encore, je me souviens comme j'étais un ado un peu con, ça arrive. Elle pouvait, moi j'avais envie de fumer, elle me filait des clopes, tu vois, par exemple. Filer des clopes, ou elle me filait une bière, des trucs comme ça, derrière le dos de mon père. Et donc du coup, voilà, ça aide pas beaucoup, on va dire. Alors je me souviens d'une soirée comme ça devait être vers le printemps 2013, comme ça. J'étais chez ma mère, comme ça, parce que des fois je dormais chez ma mère, et qui habitait pas très loin de chez moi. Elle était avec sa copine, elles étaient là-bas. Et un jour, le lendemain, je devais aller à l'opti, donc à l'école, plus ou moins, on peut dire ça comme ça. Et j'avais oublié mon sac chez moi. Alors ce que je fais, je dis à ma maman que je retourne chez moi chercher mon sac. Ensuite, en arrivant chez moi, je vois ma belle-mère complètement, enfin la copine de mon père, complètement éclatée, bourrée, elle a bu toutes ses bières et tout. Et du coup, je lui dis, je viens chercher mon sac, comme ça. Et du coup, comme elle était bourrée, mon père il était dans sa chambre en train de regarder la télé. Et du coup, elle me parle, comme ça on discute de trucs, et puis elle commence à me dire des trucs, commence à me parler un peu, tu vois, elle commence à me draguer un petit peu, on va dire ça comme ça. J'étais un peu sous le choc, puis sur le moment, tu réalises pas, tu sais. Je trouvais ça un peu comme un truc de malade. Et du coup, elle commençait un peu à... Voilà, elle commençait à me toucher un peu, à me tripoter, là où, voilà, les parties, toucher les lèvres, la bouche, le visage. Elle m'a même embrassé une fois d'ailleurs. Et à ce moment-là, je réalisais pas. Mais le truc, c'est qu'à un moment où mon père, il arrive comme ça, et il dit un truc comme qu'est-ce qui se passe ici? Je crois qu'il a peut-être entendu. Et du coup, je prends mon sac et je m'enfuis. Je retourne chez ma mère en courant. Et c'est là, quand j'arrive chez ma mère, que j'ai réalisé que ce qui vient de se passer, c'était totalement un truc de ouf et que c'était totalement inacceptable. Parce que je me sentais pas bien, en fait. Je trouvais que c'était, tu vois, c'est la copine de mon père, il se passe un truc comme ça. Je suis un mineur, j'ai 16 ans, elle a genre 40 ans. Voilà, c'est quelqu'un qui fait des tantrums, qui boit de l'alcool. D'un côté, je me suis dit dans ma tête, c'est un truc de malade, c'est super dangereux. Et donc, du coup, je me sentais vraiment humilié, en fait. Parce qu'à ce moment-là, je me suis senti un peu utilisé. Et j'en ai parlé à ma mère et tout. Ma mère, elle était choquée et tout. Elle m'a dit, il faut que tu ailles chez le psy, tu vas lui dire. Et du coup, j'ai pris rendez-vous chez le psy, puis je lui ai tout raconté. Je lui ai dit, c'est passé ci et ça. Voilà, je me sens pas bien. J'ai trouvé ça un petit peu choquant. Après, je l'ai pas vécu. Après, je l'ai pas vécu comme un traumatisme fort, mais j'ai pris ça sous le ton de la colère. Genre une humiliation, genre tu m'as fait ça à moi, mais c'est pas possible.
Et je connaissais un peu la loi, je sais que c'est illégal. Et déjà que j'aimais pas, ma relation avec elle était vraiment bizarre. J'aimais pas trop en fait ce genre d'environnement, l'alcool, tout ça, le sexe, parce qu'elle se baladait dans les couloirs à poil. Et donc du coup, ça c'était un peu ma réponse rebelle. C'était un peu ma réponse colérique de je veux pas me laisser faire. Alors j'étais vraiment énervé. Je l'ai raconté à ma psy. Elle était choquée, elle m'a dit ça va être grave, il faut appeler les forces de l'ordre là et tout. Mais sauf qu'on a décidé de faire un rendez-vous avec mes parents, entre ma mère, mon père et moi, pour en parler. Mes parents, mes parents étaient choqués, enfin mon père était choqué parce qu'il ne le savait pas. Puis du coup, la psy, elle leur dit écoutez, là c'est grave, c'est illégal, c'est contre la loi, c'est un mineur. On va appeler, si on peut pas régler ce problème, on va appeler la police. Genre la copine de mon père, elle est totalement pas d'accord avec ça. Elle disait que c'est des conneries et tout. Évidemment, elle mentait. Hein, Puis mon père, il était un peu. Je me souviens, il était un peu en mode bon, pas énervé, pas triste, mais en mode c'est un peu con ce que vous avez fait, tu vois. Il a pas réfléchi plus loin. Il a dit qu'il faut tout simplement qu'il faut plus que ça se reproduise. C'était vers la fin de l'année là, vers le milieu de 2013, donc la fin de l'année où j'étais à l'Opti. On devait être vers le mois de juin, par là, mois de juillet. Puis aussi, il y avait souvent, à cette période, il y avait souvent le SPJ qui venait me voir, au cas où. Alors le SPJ, c'est le service protection jeunesse. Voilà, c'est généralement deux personnes comme ça. Je pense que c'est des conseillers ou des assistants, je sais pas trop la dénomination, qui venaient souvent me voir. C'était probablement dû aux événements du passé, je me souviens pas très bien, mais c'est souvent dû à l'alcool, les événements qui se passaient dans la maison que j'ai dit avant. Donc j'avais un peu une histoire avec le SPJ, mais comme j'ai pas trop souvenir, ils venaient souvent me voir. Puis comme la psychologue, elle savait exactement que le SPJ me suivait, elle disait ouais, il faut les contacter eux aussi et tout. Voilà, parce que je les voyais un peu souvent. Puis aussi le truc, c'est que la copine de mon père avait une fille, a eu une fille à ce moment-là. Et donc, du coup, le SPJ aussi, ils savent un peu concernant eux. Et des fois, ils faisaient un peu le transfert. Ils m'appelaient pour savoir ce qui se passe de l'autre côté, du côté de la fille. Et mon père m'a toujours dit, faut jamais parler faut toujours dire que tu sais pas, concernant le SPJ. Lui, il m'avait reproché d'avoir tout raconté au psy. Là. Il m'avait dit de devoir lui parler de ça avant de parler au psy. Évidemment, j'ai pas osé, je suis un ado. Ça s'est réglé un peu comme ça. Voilà, il s'est passé tous ces événements. Je me suis fait un peu tripoter, draguer par sa copine. Mais il n'a pas forcément décidé de l'acheter en dehors de la maison à ce moment-là. Elle est restée encore quelques mois. Alors à 17 ans, j'arrive au CEMO. Et le CEMO, en fait, c'est le semestre de motivation. C'est en fait, on appelle ça le chômage des jeunes aujourd'hui. Enfin, à l'époque, en tout cas, aujourd'hui, peut-être qu'on appelle toujours comme ça. Le CEMO, c'était la suite de l'Opti, donc j'ai fini l'Opti, j'ai pas trouvé d'apprentissage, donc je suis allé au CEMO, je me suis inscrit pour pouvoir encore chercher un apprentissage. Donc au CEMO, ce qu'on fait, comparé à l'Opti, c'est que c'est pas l'école et chercher un apprentissage, t'es pas dans une classe où tu apprends les maths, le français, des branches, tu es plus dans des ateliers où tu fais de la cuisine, de l'administration, de la menuiserie, enfin, bien sûr, des petites menuiseries, des petites administrations. Et t'avais des ateliers de recherche d'emploi également. On devait être en automne par là. Et c'était assez bizarre parce que mon père, à ce moment-là, j'ai pas envie de dire qu'il avait disparu, mais il est jamais revenu habiter à la maison. Enfin, un jour, il est parti quelque part et j'étais tout seul chez moi, quoi. J'étais tout seul, j'allais dormir dans sa chambre puisqu'il n'était pas là. Et je me suis demandé à ce moment-là, il est passé où? Et sa copine, elle est passée où? Tout ça. Ils ont genre un peu comme disparu. Et ma mère m'appelle un jour et me dit ouais, ton père, il a été habité avec sa copine ailleurs. Donc ils ont été habités ensemble ailleurs. Et je pense qu'en fait, j'en suis pas sûr, que après les événements qui se sont passés juste avant, entre moi et sa copine, je pense que ça a dû le travailler un petit peu. Et ça a dû. Voilà, je parle pas beaucoup avec mon père, donc j'imagine qu'il a dû un peu regretter d'une certaine manière. Mais quand même, il a quand même décidé d'aller vivre avec sa copine ailleurs. Et du coup, ma mère est revenue à la maison, donc j'habitais avec ma mère de nouveau, voilà, pendant toute ma période du CEMO, quand j'avais 17 ans.
Donc du coup, c'était un peu bizarre parce qu'on me disait rien, il partait comme ça, personne m'avait rien dit, j'apprends ça de quelqu'un d'autre. Quand j'appelais mon père des fois, bah il me disait, en fait je lui disais t'es où? Et il me disait ah bah je suis pas là. Et en fait il essayait un peu de cacher d'une certaine manière en me disant ouais ouais je dors chez un copain, un truc. Il me disait pas vraiment où il était en fait. Après après j'ai su où il est allé, il s'est pris un appartement quelque part avec sa copine. C'était en Valais, je crois. Et du coup, il est parti habiter avec elle là-bas. Et le truc, c'est que, en fait, l'entre-deux, j'ai jamais su. En fait, je sais pas, il a été dormir ailleurs et tout. Il a été dormir chez un pote, il a été dormir chez. Et je comprends toujours pas aujourd'hui pourquoi il a fait un peu ce truc un peu en cachette comme ça sans m'avoir rien dit, en fait. Où est-ce qu'il avait honte? Où est-ce que. Il se disait, mon fils, il espère que je la quitte et tout. Mais en fait, il voulait quand même habiter avec elle. Pour mon père, c'est que voilà, il est très sur la passion, tu vois. Quand il est avec quelqu'un, il a besoin d'être avec en tout cas, cette période, il avait besoin d'être avec une femme. Dans ma tête, je ressentais un peu un soulagement de savoir qu'elle était plus là. Je me sentais un peu, c'était un peu paisible. C'était un peu la période morte. J'étais un peu là, ça. Au moins, j'ai plus besoin de supporter toute cette énergie. Mais c'était un peu confus. Je me suis dit, je comprends toujours pas. C'est un peu. Je me suis dit comment ça se fait on m'ait fait ça et qu'on me dit rien, et du coup ça m'a. À côté, j'ai pas trop aimé, quoi. J'ai pas trop aimé. C'est un peu fait dans le dos. Genre peut-être parce que je suis jeune, je suis pas censé savoir. Je peux comprendre, mais c'est quand même un peu c'est quand même un peu sale. Ma mère venait souvent me déranger dans ma chambre parce qu'elle était sur des sites de rencontres, et du coup, elle venait me déranger pour faire la traduction toutes les 10 minutes, et ça m'énervait. J'avais 17 ans, je partais en couille. Je lui parlais, je lui disais de me laisser tranquille parce que voilà, j'étais pas forcément tout le temps sympa avec elle non plus, mais je dois avouer que d'une certaine manière, c'était quand même mieux que ce que j'ai expérimenté avant. Donc du coup, voilà, j'étais au CEMO, ben, je cherchais mon apprentissage, comme j'ai dit, je revoyais mon père de temps en temps. Je faisais de la musique, genre j'ai continué la musique depuis 2011, un peu dans ma chambre, voilà, rien de spécial. Et là, j'ai voulu faire partie du groupe de rock comme ça, alors j'ai balancé des annonces sur les petites annonces comme ça. Une fois, un mec m'a contacté, et du coup, on s'est rencontrés, puis j'ai été admis dans le groupe. C'était assez agréable, c'était durant l'année. Puis du coup, j'étais tellement content de cette période, c'était tout nouveau et tout. Je trouvais ça agréable de faire de la musique un peu comme ça dans un groupe, c'est ce que je voulais. Là, ça m'avait tout le chaos d'avant, ça me l'avait dissipé. Et mon père, il veut essayer de m'aider. Il me dit postule dans la boîte où je suis. Vas-y, je t'amène le dossier. Alors du coup, je me suis dit vas-y, je le fais. Et du coup, voilà, j'ai été admis pour un stage en logistique. Je suis allé, j'ai eu ma place d'apprentissage. D'un côté, c'est mon père qui m'a aidé. Je pense qu'il a essayé de m'aider, voilà, sérieusement comme un père ferait pour son fils. J'ai beaucoup apprécié, j'étais content d'avoir retrouvé ma place d'apprentissage parce que d'une certaine manière, c'était assez cool parce qu'au moins, j'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose, réussi à trouver, en tout cas. Parce qu'au début du CEMO, on nous disait beaucoup, voilà, qu'il faut trouver, on nous mettait la pression de ouf, faut être vraiment faut chercher, faut charbonner, faut montrer qu'on est motivé et tout. Puis au début, j'avais un peu j'étais pas trop un peu dans le truc, je savais pas trop où j'allais. Mais après, j'ai fait des stages, je me suis un peu redressé. Pendant toute mon enfance, j'ai vu des psychologues, principalement pour tous les problèmes de famille. Sauf que cette fois, j'ai changé de psychologue et j'ai décidé de prendre un psy pour pouvoir parler plus en fait de mon personnel, de ce que je ressentais en moi. Vraiment tout ce qui est, voilà, tout ce qui est les émotions, ce que je ressens, la vie, ci et ça, ou les addictions que j'ai mentionnées avant. Parce qu'à ce moment-là, j'avais un vrai problème d'addiction à ces contenus pornographique d'Internet. Un jour, elle me dit qu'elle connaît un psychiatre et qu'elle me dit que ce serait bien d'échanger avec lui pour voir. Du coup, elle me fait rencontrer un psychiatre. J'échange avec cette personne ses addictions. Et du coup, lui, ce qu'il déduit, il va pas par quatre chemins, il se dit, ok, je connais une médication qui est des neuroleptiques. Pour faire simple, les neuroleptiques, c'est des médicaments qu'on donne à des gens qui ont des problèmes de schizophrénie, qui souffrent d'une maladie grave, généralement. Et lui, c'est ça qu'il pensait me donner, des neuroleptiques. Donc voilà,
c'est un peu plus fort que des antidépresseurs. Et du coup, lui, il se dit, il me dit, si tu prends ça, ça va améliorer, t'auras moins envie. C'est ça qu'il dit, t'auras moins envie de te faire plaisir. Et t'auras moins envie de regarder des films X. Du coup, bah, il me donne des petites tablettes à petite dose comme ça, et puis ça augmente progressivement. Puis voilà, après, je commençais à sentir les effets. Je commençais à ralentir. Dans ma tête, ça ralentissait. C'est vrai qu'il avait raison d'une certaine manière, ça te donne moins envie. Mais au prix d'autre chose. C'est-à-dire que tu ressens moins le plaisir général de la vie. Tu as moins de dopamine, tu es un peu plus au ralenti, tu penses moins. Donc en fait, au lieu d'avoir des fortes émotions, tu es plus stabilisé. Mais du coup, ça peut faire en sorte que il te manque quelque chose. C'est-à-dire que ressentir la joie, c'est pas la même chose, quoi. Donc du coup, la dose a augmenté jusqu'à 200 mg et on s'est arrêté là. J'ai un peu moins de stress, je suis un peu moins anxieux, je suis un peu moins... voilà, je suis un peu plus stable d'une certaine manière. Mais j'ai l'impression que dans tout ce que je fais, je suis vraiment mauvais. C'est-à-dire que pour travailler, je devenais de plus en plus lent. Donc du coup, ça se passait mal avec mes collègues parce que je bossais pas très bien. Pour faire toutes mes passions, le skate, je faisais du skate de temps en temps à cette période. On recommence à remarquer mon manque de performance. Pendant l'apprentissage, je trouvais vraiment difficile des fois d'aller au cours. Des fois, j'ai raté en deuxième année, donc j'avais 19 ans, j'ai raté pas mal de branches. Donc on retourne un peu à ce que je vivais à l'école d'une certaine manière, ce regard des autres, cette pression, ce jugement. J'ai réussi. J'ai poussé mes barrières, j'ai été au maximum pour obtenir juste la moyenne, dont je dois avouer que j'étais vraiment content. Mais les gens, quand ils ont su que j'ai réussi, ils étaient là, s'il a réussi, tout le monde peut le faire. Alors ça peut paraître vraiment salaud d'avoir dit un truc comme ça, mais j'ai rigolé à ce moment-là, j'ai dit ouais c'est vrai, au moins j'ai réussi, je m'en fous. Là on est à mes 22 ans, donc pendant une année après mon apprentissage, j'ai rien fait du tout. J'ai plus de groupe, j'ai plus de copines, j'ai pas de job, j'ai plus rien. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait une année sabbatique en quelque sorte. J'ai vendu toutes mes guitares, toutes mes basses parce que je me suis dit je suis dégoûté de la musique, je veux plus voir ça. Je vais faire une pause. Donc j'ai tout vendu et à la place, je me suis dit tiens, je vais commencer quelque chose de nouveau, je vais commencer un art martial et je voulais faire un sport je voulais faire un truc dur. C'est une manière de remonter la pente parce que j'étais abattu partout. Je suis d'origine thaïlandaise et italienne, donc je me suis dit je vais aller faire de la boxe thaï parce que je sais que plein de gens parlent de ce sport d'une manière genre c'est super dur, super fort à faire, tu vas devenir invincible. C'est un moyen de combattre mes addictions qui étaient toujours en cours, de combattre la prise de médicaments parce que c'est devenu aussi un ennemi. Donc du coup je suis allé m'entraîner, je me suis entraîné dur pendant quelques mois et là je me suis dit tiens, je cherche la difficulté, je cherche un truc nouveau. Donc je suis parti là-bas, je suis parti en Thaïlande on est à mes 22 ans. Je vais m'entraîner là-bas dans un club pendant 10 jours chez un champion assez connu. J'ai vécu cette expérience et là la boxe thaï c'était tout pour moi à ce moment-là. Je trouvais que j'ai remplacé la musique par ça et quelques temps après j'ai arrêté la médication parce que je me suis dit ça y est là je veux plus prendre ces trucs. Je voyais toujours un psychiatre et une infirmière, mais je leur disais que je prenais toujours mes médicaments, mais en fait, je diminuais la dose petit à petit, jusqu'à ce que j'avoue à mon psychiatre à la fin que en fait, les médicaments qu'il m'a donnés, je les ai arrêtés, et puis ça va. Et qu'il a trouvé, ok, d'accord, bon, je suppose que si vous le dites et tout, mais si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez m'en parler. Puis tout d'un coup, je suis plus allé le revoir, tout simplement, parce que j'estimais à ce moment-là, je voulais dire que j'allais bien. Alors je m'entraînais, je passais mon temps à m'entraîner. Je faisais que ça en fait, j'étais addict à l'entraînement en fait. Je faisais du sport en excès même, à tel point qu'au final je finissais par devoir rester à la maison pendant plusieurs jours parce que je me faisais... Voilà. À ce moment-là, je voulais faire des combats, je savais. Je voulais un peu avoir cette espèce d'esprit du... J'ai souffert des troubles mentaux, des addictions, et puis là, j'arrive à faire ça, tu vois. J'arrive à devenir fort, à faire des combats. Là, on est en 2020. On était fin 2019, et là, on est en 2020. Donc, j'ai 24 ans. Et pendant ces 24 ans, j'ai revécu avec mon père pendant une année. Et à ce moment-là, je surfe sur Internet comme ça. Et je tombe un peu, parce que je regardais beaucoup des vidéos sur des mangas
sur un peu des gens qui décortiquent un peu les philosophies derrière les mangas. Je regardais un manga qui s'appelait Cowboy Bebop, c'est un truc avec des cowboys dans l'espace, bref. Et je regardais la philosophie derrière Cowboy Bebop, par exemple. Et à un moment, je tombe sur une vidéo sur le coin des recommandations où c'est marqué un truc genre... c'est marqué un titre un peu écrit sans majuscule, tout plat comme ça, genre... c'est marqué en anglais « I'm not going there to die », je ne vais pas là-bas pour mourir. C'était une vidéo de Cowboy Bebop, j'étais là, tiens, c'est bizarre, je vais checker la vidéo. Puis je vois une scène de Cowboy Bebop comme ça, où tu vois, où il y a une musique derrière comme ça qui m'interpelle. Il y avait quelque chose qui me touchait profondément, c'était l'esthétique un peu nostalgique du truc. Et je trouvais que ça m'apaisait un peu, ça me faisait du bien à ce moment-là. J'aime beaucoup la nostalgie d'une certaine manière parce que en musique, c'est très beau. Et du coup, je me suis dit, tiens, je dis tutoriel, je tape tutoriel un peu sur YouTube. Je sais pas, parce que j'ai jamais fait de mixage, j'ai jamais rien fait avant. Je vois des tutoriels un peu sur des logiciels comme FL Studio, Ableton, tout ça, que je connaissais rien du tout. Donc du coup, je regarde et je me suis dit, je vais m'acheter un FL Studio et je vais tester, je vais faire un truc. Je vais tester de faire quelque chose. Donc je teste un coup, je fais des trucs en mode, c'est pas grave, j'apprends des trucs sur des tutoriels, je passe des mois et tout. J'étais là, je voyais mon pote, j'étais là. C'est quoi, le pote qui faisait de la batterie avec moi dans le groupe, je lui ai dit, je veux faire ça. Ça, c'est ce que je veux faire. On n'a plus de groupe, mais ça c'est ce que je veux faire. J'avais un peu arrêté la boxe taille à cause du Covid, hein, parce que les clubs fermaient. Donc je me suis dit, voilà, c'est le Covid. Je vais un peu rester chez moi devant mon ordi, quoi. Alors du coup, j'essaie des maquettes, j'essaie des trucs, j'essaie de poster des trucs sur YouTube. J'arrive à plus ou moins à faire quelque chose. J'achète des plugins. Je sais plein de trucs. Du coup, je faisais de la musique, j'adorais ça, j'avais des sampleurs, je commençais à faire une communauté un peu sur Internet, je commençais un peu à me faire un peu des amis, des gens sur Internet. J'étais là, ces dernières années, c'était vraiment la merde. Là, je rencontre vraiment des gens sympas sur Internet qui disent que ta musique, c'est trop bien et tout. Moi, j'ai trouvé ça tellement cool. J'étais à un nouveau monde et j'étais content de cette situation. Mon père, il commence à m'embêter. Il commence à me dire, les assurances, ça commence à se faire cher parce que je dois payer des trucs à moi, parce que voilà, il n'était pas dans une situation. Je commençais à m'approcher des 25 ans, puis à 25 ans, il peut plus payer. Donc, du coup, il commence à me faire pression pour faire quelque chose. Moi, je savais pas trop quoi faire, donc du coup, je voulais pas trouver un job parce que j'étais traumatisé de l'expérience que j'ai eue des derniers jobs. Des dernières années, ça s'est mal passé, et puis du coup, c'est quelque chose qui me faisait frayeur bien après ça. J'avais horriblement peur de retourner sur le marché du travail. Voilà, puis au chômage, ils étaient vraiment méchants d'une certaine manière. Ils te jugeaient, ils disaient des trucs vraiment... Et ça m'avait... J'étais là, je veux pas être entouré de ce genre de choses. J'étais vraiment perdu. Donc du coup, la seule chose qu'il me restait à faire, c'est de m'inscrire au social. Quelque chose que j'avais jamais fait avant. Donc du coup, je me suis inscrit au RI, au social. Tout d'un coup, j'obtiens le droit au RI et du coup, mon assistante sociale m'appelle, elle me dit qu'elle veut prendre rendez-vous, elle veut me voir pour discuter de comment on va faire les choses. Et là, j'avais encore les boules, ça me prenait, que j'avais peur qu'elle allait me caser à l'ORP, au chômage, et que je voulais pas voir ces gens, j'avais horriblement peur. Du coup, je vois mon assistante, elle prend connaissance de ma situation et tout. Et du coup, ce qu'elle décide de faire, c'est elle décide de me faire venir à une mesure. Elle me dit, il y a une mesure à Lausanne où on fait de la méditation, du qigong, on fait des trucs, c'est bon pour la santé. Peut-être qu'il y a de la musique. Il y a des ateliers et tout. Voilà, il y a d'autres gens. C'est fait. Il faut que vous vous habituez à retrouver un rythme. Voilà. Et moi, évidemment, je le sais, j'avais peur. Je vais revoir des gens. Je m'enferme chez moi depuis longtemps à faire de la musique. Je sortais juste me faire des balades, je parlais à plus personne. Ça me faisait peur. Ça me faisait très peur. Donc du coup, je lui dis, ok. Moi, j'avais peur, mais je disais oui. Je disais, ok, moi, je suis d'accord. Je veux tester, j'ai rien à perdre. Du coup, on se donne rendez-vous dans cette même pièce là où on est maintenant. C'est exactement dans cette pièce, à l'éveil. Où j'ai rendez-vous avec l'assistante sociale et une des intervenantes. Donc de 2021 jusqu'en 2025, plus ou moins, jusqu'en 2024, quand j'étais au RI, j'étais ici. J'ai suivi différents cursus, la mesure de base, où tu fais que des ateliers. Ensuite, évidemment, tous les 6 mois, je voyais mon assistante et elle me demande comment ça va.
Et je commençais un peu à avoir les boules quand tu as commencé à me demander mon projet professionnel, tout ça. Je savais pas quoi faire. Là, 2022, c'est une année assez bien dans le sens où c'est là où les addictions se sont vraiment améliorées. Ça devenait de plus en plus simple, puis je trouvais qu'il y a un équilibre qui s'installait dans mon corps. J'ai commencé à faire des stages à l'extérieur en logistique, j'ai fait en vente, et ça s'est très bien passé. Alors aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis à l'éveil et en fait, je pense que mon évolution a été quand même très grande et que j'ai quand même, je me suis amélioré dans pas mal de, dans l'être, on va dire, dans l'âme, on va dire, d'une certaine manière. Ce que j'en ai gagné, c'est vraiment, en tout cas, les gens me le disent beaucoup, c'est que j'ai fait énormément de progrès sur sur le fait d'être ancré d'une certaine manière, émotionnellement, spirituellement, de voir le positif, voilà. C'est le positif, la positivité qui m'anime aujourd'hui, ça fait partie de ces progrès que j'ai fait. Et surtout au niveau santé, je dois avouer que ça on me le dit aussi, c'est que surtout une intervenante qui me le pointe à chaque fois qu'elle me voit, c'est que ma santé, ma vitalité s'est beaucoup améliorée. Je suis beaucoup plus endurant, plus résilient. J'ai pas la même tête. Ça me fait bizarre qu'on me le dise, mais j'ai pas la même tête qu'avant. Donc on sent qu'il y a un changement, il y a de la vie dans ce corps. C'est plutôt pas mal. C'est vrai que moi j'avais vraiment de la peine à aller dans un endroit nouveau où il y a des gens différents parce que j'étais pas très sociable quoi. Aujourd'hui je le suis un peu plus, mais j'ai des tendances à être un peu évitant, mais voilà, je me force un peu. En fait, j'essaie vraiment de le faire aujourd'hui. Avant, je n'essayais pas du tout. Avant, je me trouvais des excuses. Je me disais non, si ça, non. Je faisais beaucoup de choses un peu en mode autodidacte chez moi, comme voilà, apprendre la musique et tout. Je voulais pas aller à un endroit où je devais être avec des gens en train de faire de la musique, quoi. C'est un peu. Mais c'est beaucoup. Je pense que j'avais aussi la tête prise par d'autres choses. J'étais un peu envahi d'une certaine manière et j'avais beaucoup peur du jugement, quoi. Aussi, c'est clair. J'ai atteint un niveau de stabilité à tel point que je pourrais presque dire, je me sens assez bien, je me sens assez content d'être vivant. C'est assez agréable. Alors certes, pour le futur, je suis toujours un peu dans une espèce d'incertitude. Je suis quand même un peu plus axé que dans le passé. C'est-à-dire que moi, je pensais voilà, trouver un job un peu cool, essayer un apprentissage, essayer un truc nouveau pour voilà, essayer de me diriger quelque part. C'est un peu mes idées que j'essaie d'appliquer aujourd'hui, quoi. C'est un peu voilà. Mais j'essaie de faire les choses petit à petit et d'être vraiment voilà, je fais un truc aujourd'hui, puis le truc de demain, ça se fera demain. J'ai pas besoin d'y penser, en fait. Sinon, je vais me pourrir la tête à force de m'enjamber. Ce témoignage a été enregistré en août 2025. Tous les témoignages sont accueillis et enregistrés au sein de l'Éveil et sur base de volontariat. Production et droit, l'Éveil. Chargé de production et responsable, Selim Zegani. Enregistrement, montage audio, habillage audio, mixage, mastering, diffusion, Selim Zegani. Graphisme, Neville Beau. Encadrement et supervision du projet, Oran Mackenzie et David Vial. Toutes les informations concernant l'Éveil sur www.aéveil.ch. Merci pour l'écoute et à très vite pour une autre histoire de vie, une autre voix.